parle d'extinction, c'est-à-dire qu'il ne reviendrait pas, parce que est-ce qu'il se met en veille le temps de l'été et de la chaleur, ou est-ce qu'il disparaît? Le SARS-CoV-1 a disparu pour le moment. Pour le moment. On sait effectivement qu'on peut voir des réapparitions de certains types de virus, mais on n'a pas, je pense, sur cette classe-là, assez de recul. Donc il est normal d'être prudent également, mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui se passe l'été? On est nous-mêmes plus résistants, c'est ça l'enjeu, ou le virus est très concrètement sensible à la chaleur? Je pense que c'est multifactoriel, et l'été en particulier, nous avons une irradiation ultraviolette qui nous permet d'augmenter nos taux de vitamine D, dont on rappelle, je rappelle, parce que justement je suis étonnée qu'on ne l'ait pas assez rappelé pendant cette épidémie, qu'elle a une action antivirale extrêmement importante. Et comment on produit de la vitamine D? Alors on a du mal à en produire, parce qu'il faut, on a une provitamine D circulante, et c'est grâce aux ultraviolets justement qu'on transforme cette provitamine D en vitamine D. D'où le problème du confinement, et je dois dire que j'avais envoyé un courrier au président de la République très tôt, début mars, pour dire je suis étonnée qu'on ne conseille pas aux Français et aux médecins, en tout cas, de prescrire cette vitamine D extrêmement tôt. Et je pense qu'en particulier en cette période de déconfinement où les gens encore sont moins sortis et tout, ont des taux de vitamine D ras les pâquerettes, ça me paraît urgent qu'on prescrive. Ça coûte 2,59 € une ampoule de vitamine D. C'est un point intéressant sur lequel on va s'arrêter aussi dans quelques instants, justement, vous nous en direz plus, puisque ça semble une barrière, comme d'autres évidemment, comme les gestes barrières, mais une barrière aussi contre ce virus qui nous pousse à penser un peu contre nous-mêmes. On va s'intéresser aussi dans un instant à l'impact de la nicotine. Il est question de mener des tests avec des patchs sur les soignants et certains malades. Ça paraît à peine croyable. Qu'est-ce que vous dites de cette étude? Bien, écoutez, j'aimerais comprendre le rationnel en fait physiopathologique en dessous. Alors c'est vrai qu'on a des récepteurs nicotiniques dans tout notre corps, mais là je ne comprends pas très bien par rapport à la physiopathologie telle qu'on la connaît aujourd'hui du virus, comment pourrait y avoir une action. Mais peut-être que le professeur va nous éclairer. Professeur Amoura, oui, surtout peut-être. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que pour avoir beaucoup discuté avec des fumeurs, entre autres, ils ont été peut-être aussi beaucoup plus prudents que le reste de la population générale, en portant des masques peut-être plus tôt et autres, puisqu'ils savent qu'ils sont exposés sur le plan pulmonaire à ces fameuses complications. Donc il faut faire attention au niveau épidémiologique. Docteur, il y a donc des résistants particuliers à ce virus, peut-être comme avec chaque virus? Écoutez, moi je pense qu'on a un système immunitaire qui est là, qui fonctionne bien quand on ne l'a pas altéré. Et ce qui est important de savoir aussi pour les femmes, parce qu'effectivement c'est une réalité, les femmes sont moins touchées. Les femmes en particulier en France sont souvent très bien suivies sur le plan gynécologique et ont des substitutions aussi en vitamine D régulièrement, ont des dépistages de comorbidité. Et pour moi, c'est une des explications très claires, entre autres, de la différence de l'espérance de vie femme-homme. Mais c'est-à-dire qu'on est mieux préparé, c'est ça, à faire face à l'arrivée du virus, c'est ce que vous nous dites? On est mieux dépistés, les femmes, dans l'ensemble, donc on a moins de comorbidités qui ne sont pas traitées. En gynéco, on fait souvent le dépistage des hypertensions artérielles, des diabètes, etc. Donc la population féminine, grâce à ce réseau aussi de gynécologie médicale qu'on a en France, qui était très particulière par rapport aux autres pays, permet ce dépistage. Et les femmes, après la ménopause, pour beaucoup, sont suivies, substituées en vitamine D. Même chose, les enfants ont moins de comorbidité. Les enfants sont aussi suivis pour beaucoup par des pédiatres qui, là aussi, donnent de la vitamine D assez fréquemment. Et je réinsiste vraiment sur... je trouve qu'on doit aussi rappeler à la population qu'on a les moyens de nos défenses. Et on les altère, ces défenses, quand effectivement on a un mode de vie où on mange moins bien, où on prend sa voiture le matin et qu'on va dans le parking de son boulot et qu'on ne sort plus du tout à la nature, qu'on a le système immunitaire qui est altéré par le stress, puisque nos taux de cortisol montent et altèrent aussi nos systèmes immunitaires. Donc je pense qu'on devrait rappeler toutes ces bonnes choses. Et vous le faites à l'instant. Est-ce qu'on commence à avoir un tableau clinique des cas quand même résistants et puis à l'inverse des cas aussi moins résistants à ce virus? Ça se précise assez nettement ou pas encore? C'est très net que les gens qui vont en réanimation ont effectivement des surpoids, ont des comorbidités. Là, je crois qu'il y a unanimité sur la planète pour dire cela.
Et donc c'est important aussi de rassurer quand même les gens sur leur capacité à gérer une infection, en particulier à coronavirus. Alors on parlait de notre capacité à nous rassurer, peut-être en nous raccrochant à la saison, à la saisonnalité de ce virus. C'est un débat qui revient régulièrement depuis que nous faisons face à cette épidémie. Ce virus est-il sensible à la chaleur, à la saison, et est-ce qu'il va s'éteindre avec l'arrivée de l'été? Moi, je demande à voir, mais c'est une possibilité. Il faut aussi regarder ce qui se passe en Afrique, puisqu'il y a nettement moins de cas. Après, la problématique, c'est qu'ils ont nettement moins de tests, etc. Donc, est-ce que la différence dans les gradients tient effectivement à la température et au fait aussi que beaucoup de gens ont des chimioprophylaxies en Afrique, donc... par rapport à l'hydroxychloroquine, ça veut dire ont des éléments de prévention. Si effectivement l'hypothèse de M. Raoult, que je ne connais pas, je précise tout de suite, et que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune industrie pharmaceutique, si son hypothèse est vérifiée... sur l'hydroxychloroquine. Sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine, parce que la chloroquine, c'est l'anivaquine qui est prise par beaucoup de gens en Afrique, en prophylaxie. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de gouvernements africains ont préconisé, au Cameroun, etc., la reprise de cette prophylaxie. C'est ça. Voilà. Ces pays la connaissent bien parce qu'effectivement, elle aide à lutter contre le paludisme. Oui, mais alors pardonnez-moi, la saisonnalité, elle ne tient pas forcément compte du traitement préventif. Je prends ce que disait aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France, un professeur de médecine, Jean-François Toussaint. Il dit ceci: les pays relativement froids ont eu un démarrage assez faible, au contraire des zones autour de 10 degrés. Ces 10 degrés semblent représenter un optimum thermique favorable au virus. Sous-entendu, avec les températures qui pourraient monter, ou à l'inverse qui seraient peut-être plus basses, je ne sais pas, mais avec les températures qui pourraient monter, ils pourraient disparaître. Quand vous êtes dans un laboratoire et que vous voulez vous intéresser aux virus ou aux bactéries, il faut on les met en culture, et on les met en culture dans des conditions extrêmement précises. Donc le trop froid, quand vous mettez votre alimentation au congélateur, vous pouvez être à peu près sûr que vos virus ne vont pas résister. Donc il y a effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on s'intéresse vraiment à toute cette, ce qu'on appelle l'économie du virus, quelle humidité, quelle température, etc. Quand on entend justement le professeur Jean-François Toussaint, qu'on lit dans le Parisien, qu'on entend le professeur Raoult, quand on nous dit soit l'épidémie, ça y est, c'est bientôt fini dans quelques semaines, il n'y a plus de raison d'avoir peur, peut-être qu'il n'y aura pas de seconde vague, est-ce que vous, en tant que médecin, immunologiste, vous dites pas attention, ça peut avoir quand même un danger, ça peut être contre-productif, je mets des guillemets sur danger, au sens où les personnes qui nous écoutent se disent à quoi ça sert d'être confiné, de rester confiné, sachant que dans un mois ou deux, c'est fini, le relâchement, on peut y aller. Un effet psychologique dangereux. Il ne faut pas avoir du tout cette approche. Aujourd'hui, il faut rester prudent, c'est très clair. On apprend tous les jours. On est sur des nouvelles infections, des nouveaux matériaux. Il faut qu'on se fasse aussi notre expérience par rapport à ça. Donc c'est évident qu'il faut être prudent. Après, en France, on a un gros problème parce que les gens ont entendu des discours variés, contradictoires. Oui, c'est très clair qu'il fallait que tout le monde mette un masque dès le départ. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'on ne va pas projeter des postillons si on a un masque. Même sur ce point, pardonnez-moi, mais tous les docteurs ne sont pas d'accord sur l'usage, la priorité, l'efficacité. Excusez-moi, mais à partir du moment où on ne connaissait pas ce à quoi on avait affaire, il fallait être très, on va dire, terrien et pragmatique. Non, sur la température, simplement, si c'était avéré qu'en effet, avec des températures élevées, le virus diminue, pourquoi est-ce qu'il y aurait autant d'infections au Brésil, au Panama, en Afrique du Sud? Quelle est votre analyse? En Afrique du Sud, les températures ne sont pas forcément très élevées. Je ne connais pas toutes les températures moyennes des 2 derniers ou 3 derniers mois de chaque pays, mais il y a quand même, quand on regarde les cartes, il y a quand même, en tout cas sur l'Afrique, des choses assez claires en termes de chiffres de contamination. Après, je mets ce bémol qui est que ce sont des pays qui n'ont pas forcément toujours les diagnostics possibles, les case reports, etc. Les lectures des situations respectives sont aussi assez complexes. Température ou pas, saisonnalité ou pas, ce virus, il a de manière très significative des nuances géographiques
assez nette sur notre territoire. Ça s'explique aussi par les fameux clusters. Hein. Il y a eu comme ça des bombes épidémiques, si je puis me permettre. Localement, on pense à la situation de Mulhouse. Et vous voyez que cette carte est assez signifiante, où on voit au 11 mai, plus de 12,3% de la population d'Île-de-France aura été exposée au virus, 11,8% dans le Grand Est. Ce qui est important toujours à garder en tête, c'est la capacité d'hospitalisation dans la gestion des problématiques. Parce que là, on entend le soir Monsieur Salomon nous dire que tout va mieux, mais c'est pas tout à fait le... Enfin, que ça décline, c'est ce qu'il nous dit précisément. Oui, mais oui. C'est pas par exemple les informations que moi j'ai sur l'Alsace ce matin encore, où on nous dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui arrivent en réanimation, etc. Donc c'est vrai que les flux... Il nous dit que la différence est négative. Il y a toujours des arrivées, mais il y a plus de gens qui y sortent. Alors, on nous dit effectivement que la différence est négative, mais il ne faut pas oublier qu'on a transféré beaucoup de gens aussi dans d'autres régions. Donc ce qui a effectivement donné artificiellement un peu de mou. Donc sur le plan médical, il faut rester extrêmement sérieux par rapport à pouvoir accompagner les gens dans les soins. Aujourd'hui, en Lorraine, en Alsace, on ne gère pas encore correctement les patients en EHPAD. On refuse, parce que ça, on l'entend, nous, quand on est en contact avec les médecins généralistes de terrain, c'est une vraie réalité. Les patients ne sont pas pris en charge dans les hôpitaux. C'est pas le discours qu'on entend le soir. Et ça, faut être encore très clair et très ferme là-dessus. Hein. On parlait d'enjeux psychologiques. C'est vrai que c'est difficile peut-être pour un certain nombre d'entre nous qui vivent en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne de se dire, bon, on est confinés. Il y a un taux d'exposition au virus, alors grâce au confinement, extrêmement faible, et on nous demande toujours de rester chez nous, on rouvre pas les restaurants, les cafés, les bars. Cette dimension-là psychologique, elle entre en ligne de compte aussi. Hein. C'est très important de réaliser qu'on est tous touchés émotionnellement également, et qu'il y a beaucoup de dégâts sur ce qu'on appelle, sur les grands traumatismes, hein, le syndrome de stress post-traumatique. Et on voit déjà des décompensations psychologiques, psychiatriques. Vous avez rapporté certains événements, des tueries, des choses tout à fait violentes. Et ça aussi, je trouve que c'est pas pris en compte assez, en tout cas, tout cet aspect, parce que la société est complètement remise en question. Alors, si on gère bien les choses, ça va être positif au final, hein, mais il faut être lucide et il faut aussi ne pas désinformer et être dans la réalité des choses. Hein. Alors, il ne s'en laisse pas compter, le professeur Raoult, il vient de répondre en anglais dans le texte, on a fait la traduction via les réseaux sociaux. Les auteurs américains, sous-entendu, pourraient-ils expliquer pourquoi 8 patients traités par hydroxychloroquine ont été comptés dans le groupe témoin, alors que normalement un groupe témoin n'a pas de traitement, si je ne m'abuse. De plus, pourrait-il informer le public des résultats cliniques de ces patients? J'ajoute aussi que le professeur Raoult, il n'avait pas de groupe témoin non plus, c'est ce qui lui a valu un certain nombre de critiques sur son étude. Il y avait un groupe témoin sur la première étude, hein. Oui. Donc, après, c'était pas parfait méthodologiquement. Cette étude américaine, je l'ai lue en entier et elle n'est pas justement à tester le protocole du professeur Raoult. Il faut rappeler que le protocole du professeur Raoult s'adresse à la phase précoce de la maladie. Donc parmi ce qui est dit, toutes les études qui sont faites dans le monde, il y en a très très peu en fait, qui actuellement, il y a une grosse étude canadienne, et là on l'attend avec impatience, qui est en phase précoce, hydroxychloroquine et azithromycine. Et pour cette étude, avec un traitement en phase précoce, c'est-à-dire très tôt dans la prise en charge. Voilà, parce que cette étude américaine a été réalisée chez des patients qui sont hospitalisés avec des atteintes pulmonaires, et on sait que c'est pas du tout là où on attend l'impact de l'hydroxychloroquine. Et pire, il y a 3 bras dans cette étude américaine, et les patients qui ont reçu l'hydroxychloroquine étaient les plus graves en plus. Donc pardonnez-moi, je ne suis pas un spécialiste de la méthodologie, mais à chaque étude, on nous explique que la méthodologie n'est pas la bonne, si bien qu'on ne sait toujours pas. On a l'impression qu'il faut avoir un avis sur la chloroquine, alors qu'on aimerait juste des réponses factuelles, et sauf que les méthodologies sont toujours contestées. Je fais partie d'un collectif de médecins qui s'appelle Laissons-les prescrire, et on avait plus de 1000 médecins qui voulaient justement s'auto-prescrire hydroxychloroquine, azithromycine pour montrer l'évolution du cours de la maladie en phase précoce, et également avoir des données de tolérance, parce que là j'entends encore que prescrire alerte sur la gravité de cette molécule. Cette molécule, on a récupéré auprès de l'Agence nationale de santé les données de pharmacovigilance 2017, 2018, 2019. Il y a eu
2 morts sous hydroxychloroquine, un en fait qui n'était pas du tout imputable parce qu'il s'est suicidé avec des psychotropes et de l'hydroxychloroquine, et un cas qui n'a pas été investigué, donc on ne sait même pas s'il est imputable. Donc les données de pharmacovigilance sont tout à fait rassurantes, et là tout d'un coup on en fait la molécule la plus destructrice du monde. Et à l'inverse, vous nous dites que ça serait presque une vraie réponse et que vous semblez en être assez catégorique. Pas catégorique, ça demande effectivement qu'on l'évalue, mais aujourd'hui par exemple la médecine libérale qui veut l'utiliser n'arrive plus à l'utiliser puisqu'on n'a plus accès à ce médicament. Et ce que je veux dire, c'est que les médecins de terrain sont assez pragmatiques et ont toujours le souci du soin. Beaucoup de gens ont utilisé l'azithromycine seule aujourd'hui, par exemple dans les EHPAD, des médecins généralistes qui sont perdus l'utilisent, et là aussi il y a un intérêt à l'utiliser. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté d'échanger avec nous pendant toute cette heure. Merci à Julien Arnaud et à Claire Fournier, que je retrouve dans un instant, juste après le journal de Jacques Lefranc.